Projet minier, ni ici ni ailleurs, présenté par Marie de SMS. Alors, je vais essayer de développer rapidement 3 axes. Le premier consiste à réfléchir à comment sortir de l'impasse sans changer de société. Il me semble qu'on ne peut pas penser qu'on peut sortir des difficultés sociétales et environnementales sans changer radicalement de modèle social au niveau économique. Deuxième axe, il ne s'agit pas de savoir où on produit ou on extrait certains métaux, il s'agit surtout de savoir pourquoi faire. Enfin, troisième point, on va dans le mur, même si on y va en Tesla. Question sur la sobriété. Alors, vivre avec des projets, des activités extractivistes écocidaires présente de nombreux problèmes, tant au niveau démographique qu'environnemental. Les éléments qui sont exploités à des fins commerciales, après avoir été extraits, donc favorisent la destruction des forêts, de la biodiversité, de l'eau, mais aussi la destruction des corps, des rêves et des habitats. La surexploitation et la dégradation des conditions de vie est encouragée par ce modèle patriarcal et machiste. Si on essaye de réfléchir aux définitions donc, de l'extractivisme, on peut ouvrir une synthèse qui détermine quelques axes qui sont dominants partout dans le monde quand on parle d'activités extractivistes. Le premier grand axe concerne donc l'appropriation des richesses naturelles et humaines qui vont endommager ou épuiser les sources de manière complètement irréversible. Donc ça, c'est un premier point qui revient toujours dans les différentes définitions sur l'extractivisme, l'appropriation des richesses naturelles et humaines, puisque l'extractivisme s'étend à tout le vivant et donc appauvrit de manière irréversible les surfaces habitables, la biodiversité, mais aussi les corps et les conditions de vie et les rêves des humains. L'accumulation de capital et la centralisation du pouvoir est aussi au cœur des doctrines extractivistes et sont encouragées donc dans ces doctrines aussi ce que j'appelle, dont je vais parler assez souvent, c'est les flux. Donc les flux de ressources et les flux de richesses dans le temps et dans l'espace. Donc l'accumulation et la centralisation. Donc là, on est vraiment dans un point qui concerne l'appropriation personnelle ou individuelle ou d'une compagnie, couplée au flux, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte au fur et à mesure qu'on a détaillé ces techniques et ces théories extractivistes, que cette accumulation, elle est complètement liée à ce qu'on appelle un système de flux. Il faut que les ressources et les capitaux se baladent dans le temps et dans l'espace. Donc là, on est dans la modalité du capitalisme mondial qui va conditionner, contraindre et exercer une pression sur la vie de pratiquement tous les humains, et toute la vie d'ailleurs, même autre que la vie des humains, puisque c'est en accumulant et en faisant circuler les ressources et les richesses dans le temps et dans l'espace que la société extractiviste impose ses modèles sur le vivant. Donc, changer de société radicalement, oui. Quand on parle de l'ici et de l'ailleurs, on entend souvent dire, bon bah oui, enfin,
il faudra bien produire quelque part, et si on ne fait pas ici, on va le faire ailleurs. Et quand on le fait ailleurs, on le fait moins bien qu'ici, puisque les habitants des pays dans lesquels on le fait n'ont pas acquis ou conquis des droits sociaux et environnementaux comme nous on peut avoir ici. Donc il vaut mieux le faire ici, parce que du coup, ça sera mieux pour les autres. Bon, ça c'est un argument qu'on entend souvent et qui est tout à fait valable et qui part d'un très très bon sentiment. Mais alors, quand on regarde les ressources métalliques européennes, on constate qu'on pourrait, si on utilisait que ce qu'on a ici en Europe, on parlait du tungstène précisément, qu'on trouve au Portugal, en Espagne, en France, en Autriche, mais qui correspond à 10% des besoins actuels. Donc, si on veut fermer les mines ailleurs, alors il faut donc réduire drastiquement nos besoins pour qu'ils ne dépassent pas nos ressources. La réflexion, elle doit s'articuler autour de ça, selon moi. Et le succès collectif commencerait par créer des espaces démocratiques. Du coup, quand on se rend compte un peu de ça, on est obligé de parler de sobriété, évidemment, et de décroissance, et c'est ce dont on va parler un petit peu dans cet exposé rapide. Donc le succès collectif commencerait par créer des espaces démocratiques afin d'aborder sereinement les sujets de la sobriété et de la décroissance, celle que je viens de dire, pour discuter de ce dont on a vraiment, pour discuter de ce dont on a réellement besoin selon nos valeurs, qui seraient donc déterminées à partir de 2 axes: ne pas commettre d'écocide et permettre aux gens de vivre dignement. C'est à partir de ces valeurs qu'on peut évaluer éventuellement et dresser la liste de nos besoins. Et par engager aussi les syndicats, les mouvements sociaux, les partis politiques, car il y a une très grande méconnaissance du monde minier, métallurgique et de ses impacts. Il faut informer largement là-dessus afin de pouvoir créer un travail démocratique sur nos besoins. Donc c'est la sobriété basée sur nos valeurs qui déterminera nos besoins. La valeur, ce n'est pas le taux de croissance ni la part de PIB. C'est tout d'abord la vie, la dignité, et la décroissance est un outil technique pour revenir à des niveaux de vie respirables pour tous. C'est tout. Il ne s'agit pas ici de partir dans des valeurs idéologiques, spirituelles, religieuses, retour à la nature, etc. Il s'agit simplement d'être suffisamment matérialiste pour comprendre qu'on vit dans un monde fini, avec des ressources limitées, et que si on ne veut pas que la misère soit ailleurs, et si on veut faire ici, eh ben, il faut également réfléchir à comment on fait ici. Puis la question qui vient après, c'est dans ce monde capitaliste, moi, c'est la question qui m'est venue après quand on parle d'ici et l'ailleurs. Pour un capitaliste néolibéral qui fonctionne avec l'accumulation et le flux, c'est où l'ailleurs? Quand on lit le livre La barbarie numérique, par exemple, mais d'autres aussi ouvrages, d'autres chercheurs qui ont réfléchi sur ce sujet. On va prendre l'exemple du coltan, qui est une roche composite composée de différentes minerais, colombinite et tantale, qui sont indispensables dans énormément d'objets, soi-disant, dont on ne peut plus se passer. Le coltan congolais, parce que c'est dans le Congo, au Congo que ces métaux sont extraits, essentiellement. Alors, il est extrait, ce coltan, en République démocratique du Congo, qui est un État, que tout le monde connaît de nom, au moins avoir vu sur une carte, par des groupes et des milices rwandaises, angolaises, ougandaises. Ensuite, il est acheminé pour l'Europe en avion, en camion ou en bateau par des compagnies européennes, Bruxelles Airlines, Martinair, qui est une filiale de KLM, Transcentra par le groupe Bolloré par exemple, et il est transformé ensuite par le groupe allemand HC Stark en Allemagne avant d'être transporté en Chine pour faire des condensateurs, des écrans, puis ça revient par... Enfin, vous voyez que l'ailleurs ici, il est en fait
pas vraiment géographiquement localisé. L'ailleurs, il est plutôt dans le flux, c'est-à-dire qu'à chaque étape qui va mettre en mouvement le métal, euh, le capitaliste se fait de l'argent, hein. Donc c'est ça qui détermine en fait, le, le, l'avancée euh, monétaire, et ce qui apporte de l'argent, c'est ce flux. Alors on pourrait s'imaginer qu'avec le tungstène extrait en France, il suivrait le même chemin, parce qu'en capitalisme, donc c'est donc le flux qui fait la valeur et pas la proximité. Euh, Comme c'est un métal, le tungstène critique, il y a tout un tas de normes qui fait qu'on nous fait croire qu'il y a une traçabilité, puisqu'il ne faut pas utiliser ce métal il ne peut pas être extrait ni vendu dans des zones de conflit. Mais tout ceci est très très difficilement prouvable. Et l'ici et l'ailleurs, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est la notoriété, la vente et trouver des nouveaux partenaires. Il faut avoir la plus grosse entreprise, la plus grande mine, la plus longue, la plus audacieuse, la plus risquée. Il faut augmenter les ventes en réduisant les coûts, et il faut trouver toujours de nouveaux partenaires prêts à suivre les mêmes principes, c'est-à-dire les mêmes cadres qu'on leur sert sur un plateau. Par exemple, quand on voit avec le Critical Raw Material Act, on impose des discernements, mais qui vont tout simplement en fait permettre d'assouplir des normes pour que les investisseurs puissent se retrouver dans leur modèle capitaliste à toutes les étapes du processus d'extractivisme, de transport et de vente des produits issus des mines métalliques. Donc ce qui compte vraiment, c'est le flux. Et donc on peut s'accorder pour dire que proposer ce genre de système de relocalisation des mines en France, c'est mensonger, car comme on l'a vu, donc l'objectif de 10%, est-ce qu'on est capable de démocratiquement dresser la liste de nos besoins à hauteur de nos ressources? Donc si vous voulez, on pourrait partir du principe qu'on garde ces ressources pour vraiment les utiliser en cas de besoin extrême, stratégique, très important. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que si on tire du sol les 10% qu'on a ici, ils seront mélangés au reste de ce qui est extrait dans les autres mines du monde. Et même si c'est assemblé en Europe, ça sera un petit peu comme pour les confitures. On sera en droit de mettre fabriqué en France ou fabriqué en Europe, même si la plupart des fruits ou du tungstène ne vient pas de pays européens. Donc quand on fabrique du carbure de tungstène, qui est en général souvent ce qu'on fait avec ce métaux, c'est qu'on le réduit en poudre, et puis ensuite à partir de cette poudre très dure, on va pouvoir fabriquer tout un tas d'alliages et de produits. Mais de savoir exactement si cette poudre elle est 100% française ou pas, franchement pour l'instant c'est juste impossible à évaluer. Donc on a vu dans toutes les différentes concertation qu'il y a eu pour les réouvertures des mines en France, c'est que les gens se posent vraiment ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on extrait? Est-ce que si c'est pour continuer à produire des choses qui vont finir à la poubelle? Et est-ce que ce cadre finalement de transition écologique ne consiste pas juste à créer des politiques réglementaires qui vont favoriser l'industrie minière et continuer en fait à produire et à polluer encore plus, alors que on va dans le mur, même si on y va en Tesla. Il faut arrêter avec ce mensonge de la dématérialisation et ce mythe de la méga machine qui va résoudre tous les problèmes humains. Nous faire croire que tout est et sera virtuel et dématérialisé, alors qu'on n'a jamais utilisé autant de matière, de matériaux et de composites qu'au XXIe siècle, c'est vraiment un mensonge éhonté. Aujourd'hui, on sait que la plupart des métaux servent à forer pour chercher d'autres métaux, à transporter ces métaux,
miniaturiser, robotiser, collecter des données, qui sont donc la nouvelle manne extractiviste. Le tungstène, rappelons-le, il est utilisé essentiellement pour faire des outils de forage, transporter le matériau de la mine dans des grosses machines qui sont costauds, hein, aussi miniaturisés pour faire des objets qu'on va retrouver dans tous nos outils technologiques, robotiser et collecter des données. Voilà. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça aujourd'hui? La question se pose et elle doit être posée démocratiquement. On est dans une hubris contemporaine et une mégalomanie qui fait qu'aujourd'hui la dématérialisation agit comme une superstructure qui engage tous les acteurs et tous les secteurs d'activité. Donc c'est dans ça où c'est vraiment une révolution industrielle totale, c'est-à-dire que tous les secteurs doivent être dématérialisé. Le numérique est partout. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait extraire par exemple du charbon pour faire des machines à vapeur. Il y avait une utilité souvent ciblée sur tel ou tel secteur d'industrie. Aujourd'hui, avec le numérique concerne tout. C'est pour ça qu'on peut le comparer à une superstructure. Le numérique concerne aussi bien l'intime que le professionnel. Il est partout, tout le temps, et est vu par les chercheurs comme un nouvel âge d'or, hein, pour les capitalistes évidemment. Et donc à partir de ce constat, on est voilà, on arrive à se dire que ce matérialisme est caché. On nous fait croire que la société va être dématérialisée alors qu'on détruit complètement toutes les ressources matérielles de la planète. La méga machine, c'est toujours le mythe dominant qui va dire bon, ça va sauver l'homme, on travaillera moins, c'est la machine qui va remplacer tout ça. Voilà, quand on regarde les termes qui sont employés aujourd'hui, la démocratie et la sobriété n'en font pas partie. On est dans une société patriarcale qui agit par accumulation et qui met en place les flux. À chaque tour de manège, on se remplit les poches. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir. Si on veut rouvrir des mines en Europe, pourquoi faire, dans quel but, de quelle manière, et on ne peut pas imaginer autrement. On ne peut pas maintenant passer par autre chose que la sobriété et la décroissance. Une grande partie des enjeux écologiques et sociaux peut trouver une réponse, mais la transformation complète de nos sociétés vers un monde soutenable engage aussi notre rapport à l'ailleurs. On peut trouver une réponse ici, mais il faut aussi qu'on se concentre sur l'ailleurs et sur tout ce qui se fait ailleurs pour que les choses avancent de manière parallèle. C'est-à-dire que voilà, l'ailleurs, c'est un autre ici, mais c'est pas le flux. Voilà. Donc on va essayer d'imaginer une petite expérience de pensée. Voilà. 91 500 tonnes de tungstène sont extractivées, hein, si vous voulez utiliser ce terme, sont extraites. Alors qu'est-ce qu'on garde? Voilà. On ne peut utiliser que 10% des 91 500 tonnes de tungstène. Qu'est-ce qu'on garde? Alors ici, vous avez une répartition des usages du tungstène par filière en 2019. Industrie automobile, 22%. Les mines, donc ici, vous voyez la chimie, les travaux publics, les industries de l'énergie, la défense, la transformation, les industries mécaniques, l'industrie aéronautique et autres. Bon. Donc, on peut se poser la question maintenant, en réduisant toutes les parts qu'on a ici, voilà,
qu'est-ce qu'on fait, de quoi on a vraiment besoin dans l'industrie automobile, dans les mines, dans la chimie, etc. Comment mettre en place maintenant une, une discussion démocratique autour de ces besoins. Alors, les pistes de réflexion pour poursuivre donc la réflexion sur la sobriété. Donc, on peut voir que la France a l'ambition d'ouvrir des mines. Il y a eu des projets récents de réappropriation des sous-sols ariégeois et tarnais, on est en plein là-dedans. Mais malgré les ambitions affichées en la matière par l'exécutif, la faible acceptation sociale de ces initiatives constitue cependant un véritable défi à surmonter. Donc on aura l'esprit critique et qu'on organisera des groupes de réflexion, des discussions, des actions pour discuter de tout ça, on nous laisse un petit peu de temps pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que tant qu'on le fait, ils n'agissent pas. Donc je pense qu'il faut vraiment se montrer, être présent, visible, discuter, organiser des rencontres pour montrer qu'on réfléchit au sujet.